Allons-y avec notre dernière section du chapitre 1. On parle ici de la formule de base. On parle d'une formule particulière qui est quand même complexe et qui va nous demander plus de travail mathématique pour pouvoir la construire. Et cette formule-là, elle va nous permettre d'aller calculer certaines probabilités conditionnelles. En effet, ça peut arriver que pour calculer une probabilité conditionnelle comme A sachant B, ce soit avantageux de passer par B sachant A. Peut-être que la probabilité B sachant A est plus facile à calculer et il y a un lien qui existe entre probabilité de A sachant B et probabilité de B sachant A. Donc, on va voir que c'est possible de trouver un lien entre ces deux probabilités-là et que ça se peut que ce soit beaucoup plus facile d'aller chercher la deuxième probabilité conditionnelle que la première pour ensuite revenir à cette première-ci. Donc, on y va avec un exemple qui devrait nous montrer qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qui est plus facile à utiliser dans nos calculs. Donc, l'exemple 1.30 qui suit, on vous met en contexte, on va acheter des biscuits dans un kiosque de biscuits. Il y a des nouvelles variétés et on peut y goûter puis ensuite les acheter. On peut aussi les acheter sans y avoir goûté et c'est ce qu'on nous donne comme information de départ. On nous dit qu'il y a 70% des clients qui vont goûter aux biscuits. On dit qu'il y a 5% des clients qui achètent sans avoir goûté aux biscuits. Et on dit qu'il y a 15% des clients qui ont goûté qui vont finir par acheter les biscuits. Dans ce cas-ci, on se demande quelle est la probabilité qu'un client qui a acheté des biscuits ait goûté à ces biscuits-là. Donc, il faut faire attention, c'est légèrement différent du 15% qui est ici. On va voir tantôt avec un diagramme de Venn pourquoi est-ce que c'est différent, ou est-ce que ça a une différence dans ce cas-ci. Donc, allons-y avec les événements que ça nous donne tout ça. On a l'événement A qui sera d'avoir acheté les biscuits. On va avoir l'événement B qui sera d'avoir goûté les biscuits. Et l'événement G' qui sera de ne pas avoir goûté les biscuits, donc l'inverse de l'événement G, évidemment. Avec ça ici, on peut se construire un diagramme de Venn. Je vais indiquer l'espace échantillonnal avant de commencer. Et à ce moment-ci, on va commencer par séparer notre espace échantillonnal en deux parties. On a d'un côté tous ceux qui ont goûté au biscuit, et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas goûté au biscuit. Et là, dans ces deux espaces-là, dans G et dans G', il y a des gens qui vont avoir acheté des biscuits. 5% de G' vont avoir acheté des biscuits et 15% de G vont avoir acheté des biscuits. Donc, on va représenter ça par un cercle qui se trouve dans ce cas-ci. À ce moment-ci, on peut voir la différence de ce qu'on cherche. En réalité, quand on dit 15% des clients ayant goûté en achètent, ça veut dire que dans la partie de G, il y a 15% de cette partie-là qui est couverte par l'ensemble A. Nous, ce qu'on cherche, quelle est la probabilité qu'un client qui achète des biscuits y ait goûté? C'est d'aller voir la proportion que cette zone-là qui touche à G dans notre ensemble A représente sur l'ensemble A uniquement. Donc on voit que cette partie-là est quand même beaucoup plus grande que la partie qui est dans G', donc on cherche une probabilité qui sera quand même grande pour notre ensemble A. Avant de faire ça, on va établir qu'est-ce qu'on connaît comme probabilité. On sait par hypothèse que la probabilité de G représente 70%, donc 0,7. On peut calculer la probabilité de G'. Par nos propriétés, on sait que la probabilité de G', ce sera 1 moins la probabilité de G, donc 1 moins 0,7, qui nous donne 0,3. Ensuite, la probabilité de A sachant G, donc probabilité que quelqu'un ait acheté sachant qu'il y a goûté, on va avoir le 15% qu'on avait ici. Et finalement, la probabilité que quelqu'un ait acheté les biscuits sachant qu'il n'y a pas goûté, c'est le 5% qu'on nous a donné au départ. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là? On cherche la probabilité des gens qui vont avoir goûté sachant qu'ils ont acheté. C'est ça ici qu'on se donne dans notre énoncé, quelle est la probabilité qu'un client qui achète, donc quelqu'un qui a acheté, y ait goûté, donc qui goûte ici dans notre probabilité. C'est ça ici qu'on va chercher, et dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement facile à trouver. Par contre, on connaît la probabilité de A sachant G, on connaît aussi la probabilité de A sachant G', c'est des choses qu'on va utiliser pour aller calculer notre grosse probabilité. Donc allons-y, on cherche la probabilité de G sachant A. Cette probabilité-là, par la définition de la probabilité conditionnelle, c'est égal à la probabilité de G inter A divisé par la probabilité de A. Donc, pour trouver la probabilité ici, ça va me prendre probabilité de G inter A
et la probabilité de A. On y va pour commencer avec la probabilité de G inter A. Pour faire ça, on peut passer par la probabilité conditionnelle de A sachant G. Probabilité de A sachant G, c'est aussi égal à la probabilité de A inter G divisé par la probabilité de G. De cette façon-ci, probabilité de G inter A, c'est la même chose que la probabilité de A inter G, ce sera égal à probabilité de G multiplié par la probabilité de A sachant G. Parce que si probabilité de G on l'a, 0,7, probabilité de A sachant G, 0,15, on calcule ça, et on obtient 0,105. Donc, on a la probabilité de G inter A qui est égale à 0,105. Là, je sais que je vais manquer de place, donc je vais réécrire un petit peu les informations ici. On va réécrire premièrement que P de G inverse, c'est 0,3, et à ce moment-ci, je peux indiquer que P de G inter A, c'est égal à 0,105. On garde ça en mémoire, on va l'avoir besoin un petit peu plus tard. Maintenant, il nous reste à trouver P de A pour pouvoir faire ce calcul-là, et cette partie-là, elle va être un petit peu plus difficile. Un petit peu plus difficile parce qu'il va falloir passer par les propriétés des ensembles pour trouver qu'est-ce qu'on doit calculer comme propriété pour l'ensemble A, pour la probabilité de A. Donc, on peut y aller pour trouver la probabilité de A. Avant ça, il va falloir réécrire l'ensemble A d'une autre façon avec les autres ensembles qui nous intéressent. Dans ce cas-ci, on a une propriété intéressante des ensembles qui nous indique que A, c'est la même chose que A inter S. Si on fait l'intersection entre un ensemble et l'espace échantillonnal, ça nous redonne toujours cet ensemble-ci. Pourquoi on veut faire ça, par contre? Parce que l'espace échantillonnal, c'est aussi égal à quelque chose d'autre. En réalité, A inter S, c'est la même chose que A inter G ou non G. Donc, G ou son événement contraire, ça constitue l'espace échantillonnal au complet. Donc, ici, on a G ou non G. À ce moment-ci, on peut distribuer notre intersection à l'intérieur de la parenthèse. On va obtenir A inter G ou A inter G'. Donc, on a la partie A et G qui est ici, ce côté-ci de notre ligne dans le milieu. Et on a la partie A et non G qui est l'autre côté de notre ligne dans le milieu. Ça ici, ces deux parties d'ensemble, ça constitue effectivement l'ensemble A au complet, donc on est dans la bonne voie. On peut aller chercher notre probabilité. Maintenant, cette probabilité-là, justement, probabilité de A, ce sera égal à la probabilité de A inter G ou A inter non G. Et la probabilité de l'union, c'est la même chose que probabilité de A inter G plus la probabilité de A inter G'. Et là, on devrait enlever l'intersection entre A et G et A et non G. Mais on se rend compte dans notre schéma qu'il n'y a aucune intersection entre ces deux parties-là, étant donné qu'on a scindé vraiment en deux parties équivalentes de chaque côté. Ben, nécessairement, il n'y a pas d'intersection entre A et G et entre A et non G. Il n'y a rien qui concorde aux deux en même temps, étant donné qu'on a G et non G. Ça veut dire qu'on n'a pas d'intersection, donc on peut passer directement ici à ce résultat-là, parce que les deux événements sont incompatibles. Donc, on peut directement utiliser cette formule-ci. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai besoin de la probabilité de A et G, je l'ai déjà, et j'ai besoin de la probabilité de A et non G. La probabilité de A et non G, on va la trouver avec la probabilité de A sachant non G plutôt. Probabilité de A sachant non G, par définition, c'est la probabilité de A et non G divisé par la probabilité de non G. Donc, probabilité de A et non G, c'est égal à la probabilité de non G multiplié par la probabilité de A sachant non G. Ça tombe bien, probabilité de non G, on connaît ça, 0,3, et probabilité de A sachant non G, on connaît aussi 0,05. On fait ce calcul-ci, et on obtient 0,015. Donc, probabilité de A inter
non G est égal à 0,015. Donc maintenant qu'on a trouvé ça, on est capable de donner la probabilité de A. On a P de probabilité de A et G qu'on avait trouvé tout à l'heure, 0,105. Plus la probabilité de A et non G qu'on vient de trouver, 0,015. Et ça, si vous additionnez tout ça, ça vous donne 0,12. Donc la probabilité de A est égale à 0,12. Il y a 12% de chance que quelqu'un achète un biscuit. Maintenant, on veut savoir, si quelqu'un a acheté un biscuit, quelle est la probabilité qu'il ait goûté? Donc, on va voir la probabilité de G sachant A à partir de ça. On a déjà pas mal d'informations, on est capable d'aller trouver ça. On avait dit au départ que la probabilité de G sachant A, c'était égal à la probabilité de G inter A sur la probabilité de A. On a trouvé toutes ces informations-là. Probabilité de G et A, c'est 0,105. Probabilité de A, c'est 0,12. Donc ici, ça nous donne 0,875 qui est environ, qui est égal à 87,5% dans ce cas-ci. Donc, à la question, quelle est la probabilité que quelqu'un qui a acheté des biscuits y ait goûté, on a une probabilité de 87,5%. En gros, ce que ça veut dire, ça, au point de vue de notre diagramme, c'est que la chance qu'on se retrouve dans la zone ici en rouge, si on sait qu'on est dans la zone, dans le cercle de A, ben ça représente 87,5%. On pourrait aussi dire que cette zone-là en rouge représente 87,5% du cercle au complet de A dans ce cas-ci. Et maintenant, pourquoi est-ce que ce résultat-là, on dit qu'on l'a obtenu avec la probabilité de A sachant G? Ben, ici, prenons-le en note pour commencer, 0,875. On va voir que dans la formule qu'on a utilisée, on a réussi à cacher une probabilité de A sachant G. Donc, on va réécrire notre formule avec les étapes qu'on a faites pour décortiquer chaque partie, puis on va se rendre compte qu'on a effectivement utilisé la probabilité de A sachant G. Donc, premièrement, la première chose qu'on avait faite, c'est d'aller trouver G inter A. On avait trouvé ça avec la probabilité de A sachant G multiplié par la probabilité de G. N'oublie pas qu'on divisait par A. Et à ce moment-ci, ben, il nous restait la probabilité de A qu'on est allé trouver. Probabilité de A sachant G multiplié par la probabilité de G. Et cette probabilité-là, on avait obtenu probabilité de A inter G plus la probabilité de A inter G'. De cette façon-ci, on a décortiqué le gros calcul avec la probabilité de A sachant G, probabilité de G qu'on connaît, probabilité de A sachant G qui est aussi ce qu'on avait au-dessus, et probabilité de A sachant G' qu'on peut trouver à l'aide de calculs avec les probabilités conditionnelles encore une fois. On a donc trouvé notre probabilité conditionnelle initiale en décortiquant à l'intérieur de ce calcul-là qu'est-ce que ça nous donnait. Par contre, la raison pour laquelle on a pu faire ça, c'est le fait que quand on a découpé notre espace échantillonnal en G et en G', on a fait ici une partition de l'ensemble S. On est allé couper exactement tout l'espace au complet en deux parties, G et non G. De cette façon-ci, on était certain qu'on pouvait aller chercher avec ces propriétés-là le calcul qu'on a utilisé. Donc, c'est la partition de notre espace échantillonnal qui nous a donné le résultat qui est ici. Ça ici, c'est une des premières étapes pour pouvoir comprendre la formule de Bayes. Donc, on va se définir c'est quoi une partition, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.